Do I need to be liked? Absolutely not. I like to be liked. I enjoy being liked. I have to be liked. But it's not like this compulsive need to be liked, like my need to be praised. S'il y a bien une sitcom qui a su se démarquer du lot ces 20 dernières années, c'est The Office, une série télévisée américaine adaptée de la série britannique du même nom qui suit le quotidien d'employés de bureau dans une entreprise de vente de papier qui s'appelle Dunder Mifflin à Scranton, en Pennsylvanie. Et pour te donner un équivalent, c'est comme si on suivait une série qui se déroulait à Lyon-sur-Mer en Normandie. À côté de ça, le show est présenté comme un faux documentaire qui met en scène des situations comiques et des relations interpersonnelles variées. Ça, c'était pour le résumé Google. Mais ce qui va nous intéresser dans The Office, c'est celui qu'on pourrait qualifier maladroitement de personnage principal. Je parle bien sûr du directeur régional, Michael Scott. C'est une personne qui est au premier abord totalement incompétent. Je veux dire, il est pire que maladroit, multiplie les blagues et remarques très douteuses et passe plus sa journée à procrastiner et diriger des meetings qui n'ont pas grand intérêt dans la salle de conférence qu'à vraiment travailler. Kelly, how are you? I just had the longest meeting. Oh, welcome to my convenience store. Would you like some googie googie? Oh, I have some very delicious googie googie, only 99 cents plus tax. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my googie googie. Try my... Mais au fil des épisodes et de son évolution, nous pouvons mesurer toute l'ampleur du personnage et nous rendre compte, probablement en même temps que ses employés, qu'il est quelqu'un de certes assez étourdi, mais surtout une personne très profondément humaine, généreuse et ayant une maîtrise de sa fonction de manager allant bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voire même de son travail tout court, à vrai dire. Je rappelle qu'il a été plusieurs fois élu meilleur vendeur de toute sa compagnie, et l'épisode où il fait une démonstration de son talent est une des premières vraies claques qui nous fait reconsidérer le potentiel du monsieur. Et pour être plus précis, Michael s'inscrit parmi les personnages que l'on peut qualifier de loser magnifique. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait semble aller dans le mur, et il a une fâcheuse tendance à prendre de mauvaises décisions, mais il parvient tout de même à toujours garder un esprit positif et à gagner notre affection au fil des saisons. On peut dire qu'il a aussi comme qualité de toujours rester fidèle à lui-même, et c'est un homme modeste qui a simplement comme grand rêve innocent d'être aimé de tous. Un rêve auquel il est très facile de s'identifier. Mais évidemment, quand je dis aimé de tous, je ne prends pas en compte le personnage de Toby, son seul ennemi. And if I had a gun with 2 bullets and I was in a room with Hitler, Bin Laden and Toby, I would shoot Toby twice. D'ailleurs, pour l'anecdote, Toby fait partie des écrivains de la série. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser parce que, en creusant un peu, j'ai eu l'intime conviction que le personnage de Michael ne cherche pas vraiment l'amour au sens noble du terme, il cherche plutôt une preuve constante qu'il compte pour quelqu'un. Et pour être encore plus exact, il ne veut pas juste qu'on l'apprécie, il veut qu'on le choisisse et que ce choix ne soit jamais remis en question. Et en parlant de choix, petite info avant de continuer, si tu peux regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Oli qui sponsorise ce contenu et qui m'accompagne avec une boisson bien fraîche pendant que j'enregistre. Bon, si jamais tu découvres Oli, c'est une boisson en poudre que tu peux préparer en 2 secondes. Tu prends un sachet, de l'eau ou du lait, tu secoues et basta. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui fait la diff, c'est que c'est conçu comme une alternative plus saine au soda. Pas de sucre ajouté, pas de taurine, uniquement des arômes et colorants naturels. Bref, rien de bizarre là-dedans, c'est même devenu un nouveau réflexe pour donner un petit twist dans sa journée. Bien qu'évidemment, je précise, ça reste une boisson plaisir à consommer avec modération et ça ne remplace pas l'eau, ni une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière, ça c'est la base. Maintenant, parlons un peu du cœur du sujet, les différentes gammes. Parce que oui, chez Oli, on retrouve d'abord la gamme énergie, ou encore mon indispensable. C'est un petit coup de fouet assuré, mais sans le gros down qu'on peut avoir après un café classique grâce à la New Caf. Je m'en prends souvent avant mes séances de muscu intense et franchement c'est plutôt game changer. Puis si tu veux un conseil, le goût Watermelon Whale c'est simplement une masterclass. On a ensuite Ice Tea pour les amoureux de thé glacé, simple et efficace. Puis Hydration, le classique pratique pour donner du goût à ton eau sans prise de tête. Et enfin mon autre péché mignon, les milkshakes. Ici t'as juste à rajouter ton lait préféré et t'as une boisson ultra gourmande pour moins de 70 calories hors lait, parfait pour la pause goûter sans culpabilité.
possibilités. Et sache que si ça t'intrigue, je recommande de commencer avec un pack découverte. Avec ça, tu recevras 57 portions et tu choisiras les gammes que tu veux tester. Puis au passage, tu soutiendras aussi la chaîne. Et pour ça, tu as le code LAGAN pour 10% de réduction sur toutes tes commandes et le code LAGAN5 pour 5 € de réduction directe sur ta première commande. Tout est dispo dans la description et en commentaire épinglé, donc n'hésite pas. Et pour revenir au sujet, en bref, c'est une logique de survie affective et non pas une recherche de bonheur partagé. C'est-à-dire que ce qu'il attend des autres, ce n'est pas une affection libre, mais une fidélité quasi inconditionnelle. Une sorte d'amour sans date de péremption qui viendrait rassurer le vide qu'il traîne en lui depuis trop longtemps. Et c'est là qu'on bascule dans quelque chose d'intéressant dans l'analyse du personnage et en quelque sorte l'analyse de patterns qu'on peut retrouver chez nous ou des proches dans la vie de tous les jours. Car ce que Michael exprime, ce n'est pas un simple besoin d'aimer ou d'être aimé, c'est une angoisse qu'il transforme en demande. Et ce qu'on va suranalyser ici surtout, notamment à propos du personnage dans les premières saisons, car je ne prendrai quasiment pas en compte son évolution, c'est ce qu'il nous laisse voir à propos des comportements qu'on invente pour obtenir un sentiment de sécurité émotionnelle parce qu'on ne croit plus qu'on en est digne par défaut. So, tell me, what do you want to be when you grow up? I want to be married and have 100 kids so I can have 100 friends and no one can say no to being my friend. Alors ce qui est très fort ici, c'est quand même que Michael ait réussi à choquer une marionnette. Comme vous le savez très bien désormais si vous suivez cette chaîne depuis un moment, la plupart de nos schémas comportementaux et angoisses sont définis dès notre enfance, et bien sûr que Michael ne fait pas exception. Et si je choisis de commencer cette analyse avec cette phrase d'un Michael enfant déjà habillé comme un manager d'une boîte corporate à souhait, c'est parce qu'à première vue, on est touché par une requête qui semble à la fois naïve et terriblement transparente. Et ce que formule petit Michael à ce moment-là, c'est pas juste une envie d'avoir des enfants, ni un fantasme de popularité. C'est un aveu assez simple et brut. S'il pouvait créer un monde dans lequel les autres seraient obligés de rester, il le ferait. Déjà très tôt, sa condition a fait qu'il ne cherchait pas simplement de l'amour des autres, mais un engagement inconditionnel qui ne dépendrait ni de ses qualités ni de ses défauts. Et si on prend la théorie du sociomètre de Mark Leary, on peut y trouver que l'estime de soi n'est pas une valeur fixe qu'on attribue à notre propre personne, mais un mécanisme d'alerte sociale. Elle sert à mesurer en permanence notre place perçue dans le groupe et à détecter les signaux d'exclusion ou de rejet. Et alors suranalysons ça, on pourrait déjà se dire que quand Michael fait une blague douteuse, une déclaration déplacée, voire un geste inapproprié, c'est pas toujours pour chercher le rire ou parce qu'il est simplement naïf. En tout cas consciemment, on pourrait y voir une façon de tester les limites de son appartenance. Est-ce qu'on le regarde encore ? Est-ce qu'on le tolère toujours? Et dans ce système de survie affective, il ne suffit pas d'être aimé, il faut être retenu. C'est-à-dire pas préféré par rapport à un autre, mais préservé coûte que coûte. Michael ne veut pas gagner face à la concurrence, il veut supprimer la possibilité même d'une alternative. En gros, il ne cherche pas la première place, il veut que la deuxième n'existe pas. C'est ce qui pourrait expliquer la plupart de ses comportements excessifs le long de la série. Il ne cherche pas forcément la sympathie, mais surtout à occuper l'espace et à devenir inoubliable, même si c'est pour de mauvaises raisons. Au fond de lui, il vaut mieux être celui qu'on critique plutôt que celui qu'on oublie, pas par goût de la provocation, mais parce que dans son monde, l'indifférence est plus douloureuse que le rejet. Sartre écrivait que nous accédons à la conscience de nous-mêmes même à travers le regard de l'autre, mais chez Michael, ce regard n'est pas un pont vers la lucidité, c'est une béquille existentielle. Il ne veut pas être vu pour être compris, il veut être vu pour ne pas disparaître. Le regard des autres, pour lui, n'a pas besoin d'être bienveillant, il a juste besoin d'être là. Et s'il faut pour ça être gênant, bruyant, intrusif, voire ridicule, alors ce sont des prix qu'il est prêt à payer. Et tout ça permet au personnage de Michael Scott d'empêcher l'effondrement intérieur. En psychologie, on pourrait même parler d'attachement anxieux. C'est ce qui se passe quand un enfant ne comprend pas que sa simple présence suffit pour être aimé. Alors il commence à en faire trop, il va dramatiser des choses, s'accrocher, tester pour s'assurer que le lien tienne. Et en grandissant, ce besoin ne disparaît pas et il change de forme. Ce n'est plus juste être avec l'autre, c'est mériter sa place tout le temps. Prouver qu'on est utile, qu'on est intéressant, qu'on vaut la peine, sinon on a peur d'être de trop. Du coup, on pourrait voir chez Michael une logique grotesque au point où presque toutes ses actions sociales deviennent moins des tentatives d'amuser que des actes de panique déguisés. Et là où ça devient encore plus douloureux, c'est que ce jeu ne s'arrête jamais, même quand tout le monde décroche, ou même quand il voit que ça ne fonctionne pas. Parce que, à force de jouer un rôle, il a fini par confondre le masque et son propre visage. C'est ce que décrivait Goffman quand il mentionnait le fait que nos identités sociales sont faites de rôles que l'on performe. Mais quand le rôle devient la seule chose qu'on sait faire, alors la personne en dessous s'évapore lentement, ce qui fait que le rôle n'est plus un choix, c'est un réflexe, et dans ce cas, une urgence vitale. Ici, si Michael s'arrête, il n'aura plus rien à quoi se raccrocher. Et donc,
Plus que de mendier l'amour ou la loyauté, il cherche avant tout à tenir debout à travers la seule chose qu'il connaît, c'est-à-dire la visibilité à tout prix, même si elle passe par le ridicule ou l'humiliation. Car disparaître, ce serait devoir faire face à ce qu'il ressent vraiment, et ça, il ne s'y autorise jamais. Would I rather be feared or loved? Easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Et donc, ce que Michael Scott attend de l'amour des autres n'a rien de romantique, en tout cas en partie. Ce qu'il cherche, ce n'est pas une connexion à deux, mais une forme de réparation personnelle, un lien qui viendrait combler une faille beaucoup plus ancienne que lui. C'est un peu comme s'il ne voulait pas seulement être accepté, mais plutôt qu'on le sauve de ce qu'il croit être au fond, c'est-à-dire un homme inapte à être aimé. Car, comme beaucoup de personnes qui ont ce besoin viscéral d'être aimé, Michael ne se sent pas adapté ou appréciable. Et c'est précisément pour ça qu'il pense mériter un amour extraordinaire. Pas parce qu'il aurait des qualités exceptionnelles, mais parce qu'il a l'impression de souffrir assez pour que quelqu'un doive un jour le prendre en charge. Ce fantasme est courant chez ceux qui n'ont pas appris à se définir autrement que par leur manque. Et c'est complètement à l'inverse de ce que décrit Erich Fromm dans L'Art d'aimer, car pour lui, l'amour c'est pas un baume magique, mais un engagement actif. Aimer c'est pas réparer l'autre, c'est l'accueillir. Donc, adieu tout syndrome du sauveur. Ce qui est contraire à Michael qui, lui, a besoin de cet amour qui guérit, qui, en quelque sorte, effacerait son passé et qui lui prouverait qu'il n'est pas irrémédiablement cassé. Et c'est pour ça que ces histoires, qu'elles soient romantiques ou amicales, ont autant d'impact sur lui. Il projette une attente immense sur elle, comme si ça devait tout résoudre, et à chaque échec, il s'effondre. Car au fond, c'est une nouvelle preuve qu'il n'est pas rachetable. Et on peut aller encore plus loin et dire que ce n'est pas un adulte qui veut être dans la relation, c'est un enfant qui veut être rassuré. Michael ne veut pas séduire, il veut qu'on le garde contre soi. Il attend de l'amour ce que Donald Winnicott appelait un environnement de maintien, un espace émotionnel suffisamment sûr pour qu'un enfant puisse s'y abandonner sans peur. Ce qui fait qu'au lieu de rechercher des relations d'adultes, faites de compromis, de réciprocité, de tranquillité, il cherche une sorte de maternage affectif des autres. Bref, il cherche en quelque sorte à ce que quelqu'un donne un sens à sa vie. Et tant qu'il attend que l'amour le sauve, il est en quelque sorte incapable d'aimer vraiment. Pas parce qu'il ne cherche pas une relation, mais parce qu'il cherche une délivrance. Ce qui fait que dans sa vie, le bureau est son dernier refuge. Daddy's here, and Daddy is going to take care of you. Please don't refer to yourself as our daddy. I am your big daddy, and I am going to kiss the boo-boo. Little Andy is afraid. Andy's afraid? Yes. Are you all afraid? No. Daddy's here for you. Et si Michael considère Dunder Mifflin comme sa famille, et lui le père, je vais clairement pas dire daddy, c'est parce qu'en plus d'être le seul support qu'il a dans sa vie, l'endroit est avant tout un enclos émotionnel dont personne ne peut partir sans que ce soit en quelque sorte vécu comme une trahison. Dans l'univers affectif de Michael, le bureau est un espace où l'on ne risque plus d'être abandonné, c'est sa dernière ligne de défense contre l'angoisse de la solitude qu'il retrouve chaque soir. Et dans la théorie de l'attachement, on décrit le fait que chaque enfant a besoin d'un port d'attache sécurisé pour explorer le monde. C'est souvent les parents, sa maison familiale, etc., etc. Mais Michael n'a jamais construit ce port, alors il l'impose de force aux autres, au bureau. Et c'est ce qui va créer un maximum de situations comiques, on est d'accord, mais inconsciemment, Michael confond l'amour avec la coprésence forcée. Il pense qu'on prouve qu'on tient à lui en restant là, même quand on n'en a plus spécialement envie, surtout que sa position de manager fait qu'il n'est pas à même de se prendre beaucoup de remarques directes. Mais c'est justement là qu'il devient étouffant, car plus tu prends de distance avec lui, plus il te rattrape. Sauf si t'es Toby. Et même à propos de Toby, je pense qu'il aurait quelque chose à développer à propos de la haine et de la jalousie digne d'un comportement d'enfant qu'il éprouve envers ce personnage. Mais bon, là ça ferait trop. Juste, garde-le en tête. Donc, on est parfois à la limite de la prise d'otage émotionnelle. Mais en vérité, on pourrait parler ici d'une forme très douce et très banalisée de contrôle affectif. C'est-à-dire qu'il organise souvent des événements où personne ne veut vraiment aller, s'impose dans les conversations, surjoue son rôle de figure centrale, et ça, c'est pas pour dominer, parce que ça reste un personnage très attachant et empathique, mais il le fait pour éviter qu'on l'oublie. Et malheureusement, dans ce piège affectif, il croit que si tu restes, c'est que tu l'aimes. Et si on sort du cadre de la suranalyse, on peut même parler du fait que certaines personnes n'ont pas simplement peur de ne pas être aimées ou perdre l'amour des autres, elles ont surtout peur que l'amour change de forme, un peu comme Michael. Et chez ces profils, chaque relation repose sur un équilibre implicite, c'est-à-dire un rôle clair. Et dès qu'un proche s'éloigne, c'est tout un système intérieur qui se désorganise. Et attention, c'est pas simplement de la peur d'abandon, c'est une peur que l'autre, en bougeant, nous renvoie une image différente de nous-mêmes. En fait, à travers cela, on recherche pas uniquement de l'amour, mais de la confirmation. On veut que les autres valident ce qu'on croit être. Dans ces cas-là, ce n'est pas la perte de l'autre qui fait peur, mais c'est la perte de l'ancien regard de l'autre.
celui dans lequel on se reconnaissait, même si c'était négatif. Et cette peur n'est pas uniquement individuelle. Dans certains groupes comme des familles, entreprises, cercles sociaux, etc., on observe une forme de consensus implicite où il ne faut pas trop bouger, ne pas trop changer pour ne pas déstabiliser les équilibres. Ce n'est pas toujours une personne qui empêche les autres d'évoluer, c'est parfois tout un système relationnel qui s'auto-maintient. Et c'est là que ce besoin devient paradoxal. Ils cherchent à préserver l'amour en refusant ce qui le rend vivant, son évolution. Et en parlant d'évolution, il est important de se rappeler que si le personnage est touchant au fil des saisons, et notamment dans son évolution personnelle et sociale, c'est parce qu'il ne ment pas. Il joue un rôle, certes, mais il y croit profondément. C'est pas juste un masque jetable, c'est une seconde peau devenue sa seule manière d'exister. Car au fond, il ne sait pas exactement qui il est, mais il sait très bien ce qu'on attend de lui. Alors il s'y conforme, parce qu'il a appris que c'est en devenant ce qu'on projette sur lui qu'il pouvait se sentir légitime, même s'il est extrêmement maladroit, et qu'il se fait rarement grâce. On pourrait même encore creuser plus loin et y voir de temps en temps des tentatives de se blesser soi-même avant de risquer d'être blessé par les autres. On appelle ça l'absence d'autocompassion. C'est quand on ne sait pas se réconforter et qu'on devient dépendant des signes extérieurs d'amour. On attend qu'un regard ou une phrase vienne combler ce que seul on ne sait pas valider. Mais cette attente est épuisante et elle crée un cercle vicieux. Plus on dépend des autres pour se sentir exister, plus on multiplie les efforts et souvent, plus on s'éloigne de soi. Michael n'est pas juste vide, il est la caricature ambulante de celui qui doit prouver sans cesse qu'il mérite d'être aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que Michael Scott n'est pas un miroir, très clairement, mais il est une version amplifiée de quelque chose qu'on peut potentiellement reconnaître, et c'est pas simplement la solitude, mais je parle ici de la peur d'être remplaçable, du désir d'exister dans le regard des autres, et du fantasme d'un amour inconditionnel qui pourrait ne jamais venir. Parfois on rit de lui, et parfois on cesse de rire parce qu'on sent que son vide, même déformé, fait écho à quelque chose qu'on a déjà ressenti sans oser le formuler. Car oui, Michael Scott est un homme qui souffre d'un vide affectif, et qui s'est construit un mode d'emploi pour survivre avec. Ce vide, il est ni beau ni laid, il est juste humain. On pourrait croire que ce besoin d'amour rend Michael plus attentif aux autres, qu'il développe une forme de sensibilité unique, et parfois c'est vrai. Il sait repérer la solitude, deviner certains non-dits, tendre la main où les autres détournent les yeux, notamment avec le personnage de Pam, quand il vient à son exposition d'art. That is our building. And we sell paper. I'm really proud of you. Thank you. Ou encore avec Jim, sur le bateau, quand il lui fait un discours plutôt maladroit sur le fait de ne jamais abandonner son amour pour Pam, même si elle est fiancée, mais qui sera finalement le meilleur conseil de quasi toute la série. She's really funny. She's warm, and she's just... Anyway. Well, if you like her so much, don't give up. She's engaged. BFD. Engaged ain't married. Huh. Never, ever, ever give up. Bref, il voit ce que ça fait de se sentir inutile et il déteste que quelqu'un d'autre le ressente. Mais cette empathie n'est pas inconditionnelle, elle fonctionne à travers un prisme très personnel. Il comprend la tristesse quand elle ressemble en quelque sorte à la sienne. C'est pas une écoute totale, c'est une reconnaissance partielle. Il peut être incroyablement bienveillant ou incroyablement sourd si l'émotion ne le touche pas directement, notamment avec Toby. En gros, c'est pas un cœur pur, c'est un homme qui cherche une résonance, et s'il entend ton chagrin comme un écho du sien, il va t'ouvrir les bras, sinon il va passer à côté, et pire, si t'es dans les ressources humaines. Et allez, pour dériver un peu, c'est sans doute ce qui fait de lui un bon vendeur. Pas parce qu'il comprend tout le monde, mais parce qu'il lit les besoins d'un client comme des signaux d'acceptation ou de rejet. Il veut plaire, créer un lien, et faire rire. Ce n'est donc pas une magie relationnelle, c'est une hyper-adaptation émotionnelle née du manque, c'est-à-dire un outil parfois puissant, parfois bancal, on pourrait même dire un don, mais qui reste instable. Michael n'est pas à imiter, mais il est encore moins à mépriser. Il nous montre une vérité brute, ce que produit un manque d'amour quand il n'est pas reconnu, ce que ça crée comme talent, comme blessure et comme déformation. Il ne mérite pas l'idéalisation, mais il mérite, peut-être, une forme de reconnaissance, parce qu'à sa manière, il a fait ce que nous faisons tous, bricoler un mode d'emploi, en espérant qu'un jour, quelqu'un nous regarde et reste avec nous.
Pour conclure, le personnage de Michael Scott n'est pas fondamentalement en manque d'amour, il en reçoit et surtout il en donne énormément, faut pas abuser. Car bien qu'il soit maladroit, comme je l'ai dit, il reste sincère. Toutefois, et malheureusement, comme beaucoup, il n'a jamais appris à croire qu'on l'aimait durablement sans se battre, sans compenser ou sans se déguiser. Ce qu'il cherche en tout cas au début de la série, c'est pas un lien, c'est une preuve. C'est-à-dire une validation émotionnelle capable de dissiper, ne serait-ce qu'un instant, cette peur sourde d'être remplaçable. Et pour ça, il fait tout pour ne pas disparaître auprès des autres et avoir constamment leur validation. C'est une stratégie de survie, une personnalité façonnée pour recevoir l'amour, mais qui étouffe tout ce qui pourrait en recevoir sincèrement. Et là où le personnage reste troublant, c'est que finalement, Michael est le reflet de beaucoup de personnes qui vivent inlassablement cette soif d'être choisi et aimé, tout en nous rappelant que la quête d'amour et reconnaissance, c'est pas une faiblesse. C'est juste le symptôme d'un monde où on a trop souvent cru qu'il fallait le mériter. Salut. It is a message. It is an inspiration. It is a source of beauty. And without paper, it could not have happened. Et juste avant de conclure, je tiens à nouveau à remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Je t'invite fortement à aller faire un tour sur leur site et pour ça, tu as un QR code qui s'affiche à l'écran. N'hésite pas à passer par là si tu es curieux et si tu veux soutenir la chaîne. Sur ce, à la prochaine.